possible. Bien. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc moi je suis Anne Choquet, je suis enseignant-chercheur en droit et donc je travaille beaucoup sur les problématiques de droit de la mer et avec un focus particulier sur les régions polaires, Arctique et Antarctique. Donc en fait aujourd'hui voilà, je vais essayer de vous amener vers les enjeux autour des régions polaires avec cette idée, voilà, on constate des changements climatiques et effectivement les régions polaires sont des lieux qui attirent de plus en plus d'acteurs. Or, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des régions qui sont très particulières et qui sont particulièrement fragiles. Donc voilà, donc quelques idées. Voilà. C'est vrai que quand on parle des régions polaires, on imagine souvent des immensités de glace, des explorateurs, des animaux emblématiques, la recherche également. Ça, ce sont vraiment des images classiques de ces régions polaires. Et après, on oublie, ou on parle moins, ou pas suffisamment, de toutes ces activités économiques associées, que ce soit donc en Arctique ou en Antarctique. On constate non seulement une augmentation des activités humaines, mais on constate également une diversification des activités humaines. Donc on a des activités que l'on n'avait pas il y avait peu de temps ou de façon moindre. Donc en fait, j'aimerais aujourd'hui, voilà, tout simplement de partir de cette idée. Voilà, on a des changements climatiques. Alors, je vais dire simplement, on va dire les glaces fondent. Donc une volonté d'aller vers ces régions. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ces régions-là font l'objet de beaucoup d'a priori. Et j'aimerais bien un petit peu de prendre des exemples. Alors c'est pas ma volonté aujourd'hui, c'est pas de vous donner tous les éléments, on n'a pas suffisamment de temps. Mais j'ai choisi tout simplement de partir de la presse, de vous donner quelques exemples de la presse pour vous amener vers ces régions, de préciser un petit peu de certains points. Donc là, mon objectif, c'est pas de tout vous présenter, toutes les activités, tous les enjeux sur ces régions-là, mais de prendre certains points qui m'ont semblé intéressants parce que, voilà, reliés beaucoup par la presse, et aussi quelquefois avec des a priori, des imprécisions que j'aimerais un petit peu préciser justement. Donc je suis partie d'une image, vous avez certainement vu des glaçons qui sont issus d'icebergs que l'on retrouve au large du Groenland. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, comment ça se fait et comment peut-on envisager de telles activités. On a effectivement des icebergs au large de l'Arctique, au large de l'Antarctique. Certains se disent, ah bah ouais, tiens, pourquoi pas utiliser ces icebergs, en prendre des petits morceaux et pouvoir les utiliser, et notamment là, sur des glaçons qu'on a amenés vers des régions bien éloignées. Donc après, comment ça se passe? Qui peut véritablement gérer de telles activités? Est-ce que c'est juste anecdotique ou est-ce qu'on a des éléments liés aux États, à la gouvernance des États? Alors ce qu'il faut voir, c'est que récupérer des glaces, des icebergs, en fait, c'est de savoir aussi tout simplement où je suis. Et ce que l'on voit, c'est que en Arctique, comme en Antarctique, ou comme ici au large de Brest, on a la même approche. On a des États qui, au titre d'État côtier, ont la possibilité de dire, moi, je vais gérer les activités au large de mon territoire. Je vais gérer les activités au large de mon territoire
Et vous savez qu'au large du territoire terrestre, donc les territoires maritimes, on a des espaces qui donnent plus ou moins de droits, plus ou moins de pouvoir, plus ou moins d'obligations également aux États. Plus je me rapproche du territoire terrestre, plus l'État a de droits. Plus je m'éloigne, plus je vais vers le large, et moins l'État côtier n'aura de droits, voire après il n'aura plus de droits sur les espaces, mais uniquement par rapport à son pavillon sur le navire. Et en fait, dans les régions polaires, on a exactement la même chose. Et au niveau de l'Arctique, là, typiquement, on a la même idée, c'est que les États ont des revendications, ce sont des États, les États côtiers, et ils vont pouvoir gérer les activités qui sont au large de leurs côtes, dans les eaux qui sont sous leur juridiction. Et ici, finalement, ces États vont pouvoir gérer sur la base de leur réglementation interne et suivant aussi, bien sûr, les règles internationales qu'ils auront acceptées, suivant les traités qu'ils auront acceptés. Et on va voir, donc bien sûr, voilà, ces icebergs, mais vous avez certainement vu, alors ça remonte un peu plus, mais ça a été très médiatisé, le drapeau russe planté au pôle Nord, donc au fond des océans. Là, ce sont des images, certainement vous en souvenez, elles ont été très médiatisées, et on se dit, ouais, comment ça se fait que la Russie, elle puisse planter son drapeau à cet endroit-là. Il faut déjà réaliser que c'est quand même un exploit technologique, hein, à amener voilà, 2 petits sous-marins à ces profondeurs, on plante le drapeau, et c'est également très, très symbolique. On pense par exemple au drapeau sur la Lune, la question de je vais m'approprier le territoire. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les Russes, en fait, ont également expliqué, voilà, nous, on considère que notre territoire va jusqu'au pôle Nord. On considère que notre territoire va jusqu'au pôle Nord, avec, en fait, l'idée de l'appropriation du plateau continental. En fait, la Convention sur le droit de la mer donc, donne aux États des droits sur les eaux et établit différents espaces. Donc, il y a des espaces qui concernent plus la colonne d'eau et il y a des espaces qui concernent le sol et le sous-sol. Et les États ont droit à un plateau continental. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des droits particuliers sur ces espaces-là, et donc ils vont pouvoir gérer, par exemple, les demandes d'exploitation des ressources minérales sur le plateau continental. Mais on voit que ce droit-là peut être étendu. Non seulement j'ai le droit à un plateau continental, mais j'ai également la possibilité d'étendre mon plateau continental. J'ai la possibilité d'étendre mon plateau continental en prenant en considération des éléments physiques. Je vais regarder s'il y a vraiment une continuité sur mon territoire, je vais prendre en considération les sédiments, je vais prendre en considération également la profondeur, et j'ai également des maximums que je ne peux pas dépasser. Mais pour étendre ce plateau continental, les États vont devoir faire des démarches auprès de la Commission des limites du plateau continental, donc c'est-à-dire une institution des Nations Unies, pour dire, ben voilà, moi, je considère que mon plateau va jusqu'à cet endroit. Et donc la démarche des Russes était justement celle-là, c'était de dire, ben voilà, nous, on considère que nous avons droit à un plateau continental et nous demandons un plateau continental étendu, et on dépose un dossier auprès de la Commission des limites du plateau continental. La particularité de l'Arctique, c'est que justement ces États côtiers. Et en fait, nous avons 5 États côtiers, donc nous avons 5 États qui pourraient demander une extension du plateau continental.
Alors là, j'ai mis un petit peu des étapes clés, mais on a en fait les autres États qui ont fait la même démarche que la Russie et ont dit, ben voilà, nous on veut étendre notre plateau continental, on dépose un dossier auprès de la Commission des limites du plateau continental. Et chaque État côtier a la possibilité de le faire. Cependant, que vous voyez sur ce tableau qu'il y a une particularité, ce sont les États-Unis. En fait, cette extension des limites du plateau continental repose sur la Convention sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, qui a été adoptée en 1982. Et cette convention-là donne cette possibilité d'étendre le plateau continental. Les États-Unis ne font pas partie de cette convention. Donc ici, il est en fait normal qu'on n'ait pas ces démarches, mais bien sûr, si les États-Unis décidaient de rejoindre la Convention, ils auraient cette possibilité d'étendre le plateau continental et de déposer un dossier auprès de la Commission des limites du plateau continental. Ça, c'était une approche assez classique. On n'est pas parti à la Convention, on ne fait pas les démarches. Cependant, il ne faut pas négliger le fait qu'en droit, il n'y a pas que les traités internationaux. En droit, nous avons des traités internationaux, donc des textes qui sont écrits. Mais nous avons également ce qu'on appelle la coutume internationale. Et les États-Unis ont choisi donc de non pas déposer un dossier à la Commission des limites du plateau continental, mais ils ont publié un rapport expliquant leur position. Ils expliquent que, oui, ils ne sont pas partis à la Convention sur le droit de la mer, mais la Convention sur le droit de la mer a été adoptée en 1982. Depuis, elle a acquis une valeur coutumière, d'autant plus que c'était une convention de codification, c'est-à-dire qu'on voulait mettre à plat en fait, le droit international qui s'était construit au fur et à mesure des années. Et sur la base de cette conception de dire, voilà, la Convention, c'est de la coutume internationale, donc elle s'impose de la même manière qu'un traité international. Et en fait, les États-Unis ont expliqué, voilà, nous, on considère que nous avons également la possibilité d'aller étendre le plateau continental, et voici ce que nous avons envie d'avoir. Voici les limites du plateau continental que nous avons nous, États-Unis, dans différentes régions, dont la région arctique. Alors, quand on a ce plateau, l'État, c'est l'État qui va gérer. Donc, c'est-à-dire que si on a une organisation, une institution, une entreprise qui a envie d'exploiter les ressources de son plateau, l'État va gérer ses demandes d'autorisation. Donc pour le moment, l'exploitation des ressources minérales en Arctique, ce sont une exploitation près des côtes, donc, où on retrouve la grande majorité des ressources. Donc cette question d'extension du plateau continental est importante, mais elle n'est pas si urgente que cela, puisque, bien sûr, il va falloir gérer les risques de chevauchement des prétentions territoriales. Un État, quand il a un droit, il a quand même envie de profiter au maximum de ce droit. Or, vous voyez, la configuration de l'Arctique fait que si tout le monde dit « voilà, moi je vais jusqu'au bout des possibilités des prétentions », automatiquement, nous allons avoir des chevauchements de prétention, et il va falloir chercher une solution. Donc, il va falloir rechercher des accords entre États
Après, si ça ne marche pas, on pourra faire appel à un tribunal, par exemple. Mais il va falloir retrouver des solutions entre États. Donc ça, c'est la question du plateau continental est importante justement pour l'Arctique, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé ce fameux drapeau russe. C'est important parce que c'est une possibilité de conflit, mais avec une urgence limitée quand même, puisque on ne va pas s'amuser à aller rechercher des ressources encore au centre de l'Arctique. Voilà, donc ça c'est un des exemples que l'on peut évoquer quand on est sur ces régions. Et effectivement, les régions polaires vont aussi beaucoup parler d'elle en raison justement d'une volonté de présence des États dans ces régions. Donc deuxième exemple aussi qui m'amène avance un petit peu, c'est tout ce que l'on voit, tout ce que l'on lit actuellement sur l'Arctique. Voilà, je n'ai mis que l'Arctique, mais on retrouve les mêmes idées sur l'Antarctique, et notamment la Chine qui je suis désolée, la photo, c'est pas grave, qui se déclare comme étant un État presque arctique. Vous avez les États qui ont envie de s'affirmer sur la scène internationale et d'envisager peut-être de nouvelles activités en profitant justement de cet océan unique. On a eu le One Ocean Summit à Brest il y a 2-3 ans. On a un seul océan et on a la possibilité d'aller d'une région à l'autre. Alors comment on gère tout ça? Ce qu'il faut voir, c'est que au niveau de l'Arctique et au niveau de l'Antarctique, on ne va pas gérer de la même manière. En Arctique, nous avons le Conseil arctique. Alors le Conseil arctique a pour particularité d'avoir été créé sur une organisation originale et qui a des incidences juridiques importantes. Au Conseil arctique, il a été décidé de mettre en avant les États qui sont les acteurs du droit international et les auteurs du droit international. Donc au Conseil de l'Arctique, nous avons des États. Donc un État, il est souverain, il a la compétence de prendre des décisions, il a la compétence de prendre des règles internationales. Donc traditionnellement, dans les coopérations entre États, on a des organisations internationales au sein desquelles nous allons avoir des États qui vont pouvoir prendre des décisions. Là, pour l'Arctique, on a choisi une autre approche. On a choisi de valoriser, bien sûr, les États, mais aussi de valoriser les populations. Et on a donc établi des membres permanents qui représentent les populations. Et donc ça, ce sont ces deux acteurs-là, les États plus les membres permanents, c'est vraiment le cœur de toutes les discussions de l'Arctique. Il y a en plus des États qui vont pouvoir être des États observateurs, et donc la France, par exemple, est un État observateur au sein de ce Conseil arctique, et on voit également d'autres États plus ou moins éloignés de l'Arctique, mais qui s'intéressent à l'Arctique parce que les régions polaires, elles ont une place particulière dans l'équilibre du monde, et on a aussi cette idée que ce qui se passe dans les régions polaires, en Arctique ou en Antarctique,
ne restent pas dans les régions polaires. Que s'il y a des déséquilibres au niveau des régions polaires, cela va avoir des incidences sur les autres régions polaires. Donc en fait, on a beaucoup plus d'États qui sont intéressés par l'Arctique que les États côtiers. On a des États observateurs, et j'ai oublié quelque chose, dans les États membres, il n'y a pas uniquement les États côtiers, comme tout à l'heure, vous étiez 5, on a élargi donc les États arctiques et pas seulement les États côtiers, il y en a 8. La particularité de cette organisation, qui repose sur une coopération particulière entre les États et les représentants des populations, en fait, ici, c'est que il y a bien sûr toute une coopération qui pourra se faire, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'une organisation internationale, puisque dans une organisation internationale, il faut qu'il y ait une compétence. Or, les populations n'ont pas de compétence au niveau du droit international. Donc en fait, le Conseil de l'Arctique n'est pas une organisation internationale, et le Conseil de l'Arctique ne peut pas être à l'origine de règles. C'est seulement des recommandations, des initiatives, des propositions. Et cela se fait dans le cadre, par exemple, des groupes de travail que nous avons au sein du Conseil de l'Arctique. Néanmoins, c'est un lieu important et qui permet une coopération, qui permet l'adoption de règles. Et donc, même si juridiquement, ce n'est pas une organisation internationale, le Conseil de l'Arctique a permis d'adopter des traités plus ou moins en large, voilà, sur la recherche scientifique, sur donc la pollution, pardon, et aussi, par exemple, sur impulser l'adoption d'un traité sur la pêche. Traité qui était très intéressant parce qu'il nous dit, ben voilà, dans le centre arctique, pour le moment, on n'a pas suffisamment de connaissances. Et il a été décidé de ne pas donner la possibilité d'aller pêcher dans cette zone-là. Et tant que l'on n'aura pas de preuves scientifiques de la faisabilité d'une activité de pêche, les États ont dit « nous ne le faisons pas, nous n'envisageons pas de pêche dans cette zone-là, puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments scientifiques, puisque ce sont des régions qui sont finalement peu étudié jusqu'ici, et on sait en revanche que la présence de navires de pêche pourrait avoir des incidences sur l'environnement, par exemple avec l'introduction d'espèces invasives qui seraient transférées d'une région plus au sud vers l'Arctique, et cela n'a pas été accepté. Donc actuellement, dans toute cette région-là, les États ont décidé qu'il n'y aurait pas de pêche. Ce qui est intéressant, également, c'est qu'on trouve les États arctiques. Mais voyez, nous avons également la Chine, on a l'Union européenne qui sont également partis à cette convention. Alors, la pêche non réglementée, c'est-à-dire c'est une pêche qui ne serait pas autorisée. D'accord ? Là, actuellement, dans cette zone-là, si vous vouliez aller pêcher vraiment au centre arctique, il ne faut pas négliger le fait que nous avons encore la banquise actuellement.
Donc, typiquement, on a peu de pression de pêche illégale qui pourrait être faite. Mais effectivement, qui dit qu'on n'a pas d'autorisation, ça veut dire que toute activité que l'on aurait dans cette région serait une pêche illégale. Et la difficulté sera le contrôle des pêches, comme on voit dans d'autres régions. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut avoir ce type de pression, mais c'est pas viable économiquement actuellement. Une société de pêche ira vers d'autres régions où c'est plus accessible. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Alors donc ça c'est pour l'Arctique. Alors j'ai quand même fait un pendant voilà aussi sur l'Antarctique. Donc le Conseil de l'Arctique c'est un forum de haut niveau, c'est le terme qui a été consacré. Pour l'Antarctique, on a une approche différente. On a en Antarctique des États qui ont des prétentions territoriales. Donc il y a 7 États qui ont revendiqué une partie de territoire. Donc 7 États qui ont des prétentions territoriales qui reposent soit sur la découverte de l'espace, soit sur une continuité géographique comme pour l'Argentine et le Chili. Et on voit sur cette carte-là, c'est qu'il y a une partie qui n'a pas été revendiquée, c'est la terre de Mary Bird, on pensait que les États-Unis revendiqueraient, ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils étaient dans le coin. On retrouve dans les textes des textes justement à destination, par exemple, de diplomates pour dire voilà, comment vous pourriez revendiquer cette partie-là. Donc cette partie-là n'a pas été revendiquée. Et on a également, sur la péninsule antarctique, on a 3 États qui ont des prétentions territoriales qui se chevauchent. Donc une telle position peut faire craindre des conflits entre États. Donc il y a eu des conflits, hein. Un peu plus au nord, vous avez les Malouines, hein, donc avec les mêmes États, les mêmes acteurs. Pour l'Antarctique, il y a eu des frictions, quelquefois très importantes. Un essai vers la Cour internationale de justice pour demander, ben voilà, que fait-on? Quel est le statut juridique de l'Antarctique? La Cour internationale de justice a été saisie, mais elle ne s'est pas déclarée compétente, parce que pour aller devant la Cour internationale de justice, il faut que les États acceptent la compétence de la Cour. Ça n'a pas été le cas pour les 3 États concernés. Donc la Cour internationale de justice ne s'est pas positionnée, n'a pas pris... Voilà, n'a pas rendu d'arrêt dans cette affaire sur l'Antarctique. Et en fait, en 1957-58, les États ont choisi de mettre de côté leurs prétentions territoriales, en tout cas toutes les conséquences juridiques de ces prétentions, et ont choisi de faire ce qu'on appelle l'année géophysique internationale. Donc c'était 1957-58. Donc là, la prochaine année polaire, c'est en 32-33. Donc on a, pendant cette année géophysique internationale, choisi de faire de la recherche scientifique sans se préoccuper de savoir véritablement où on allait. L'intérêt, c'était de faire de la recherche scientifique et de partager les résultats de cette recherche scientifique. Et pendant cette année géophysique internationale, ça a bien fonctionné. Alors, il y a des États qui ont fait simple, hein, comme la France. La France établit la station du Mont d'Urville sur un secteur qu'elle revendique, la terre Adélie. Mais après, on a d'autres États qui vont s'installer dans d'autres coins qui pourtant sont revendiqués par d'autres États. C'est le cas de la station Vostok, par exemple, pour les Russes. Et pendant cette année géophysique internationale, ça a bien fonctionné.
Les scientifiques ont pu développer leur recherche scientifique avec donc les expéditions polaires françaises en France et le Comité national français de recherche arctique et antarctique, donc association hein, de chercheurs qui existe toujours. On a bien coopéré entre les États, il y a eu un partage des connaissances et on s'est dit bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et les États-Unis ont invité les différents États qui avaient participé à cette année géophysique internationale pour dire ben voilà, comment peut-on faire suite à ce succès de la conférence donc, qui a permis toutes ces coopérations scientifiques et ces recherches scientifiques. Et là, on s'est retrouvé dans une situation assez simple et compliquée à la fois. On a les 7 États qui ont des prétentions territoriales qui disent « bah non, nous, c'est chez nous. Laissez-nous tranquilles, on campe sur notre position. » Face à eux, il y a des États qui vont accepter les prétentions territoriales. Donc par exemple, les relations entre la France et l'Australie. La France reconnaît les prétentions territoriales de l'Australie, l'Australie reconnaît les prétentions territoriales de la France. On a des traités de survol de la région, par exemple. Donc il y a des États qui acceptent les prétentions territoriales, il y a des États qui n'acceptent pas les prétentions territoriales. Alors qui n'acceptent pas les prétentions territoriales parce qu'ils ont des prétentions territoriales. Donc c'est par exemple sur la péninsule antarctique, l'Argentine qui n'accepte pas la prétention territoriale du Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui n'accepte pas la prétention territoriale du Chili, par exemple. Donc on a des États qui n'acceptent pas les prétentions territoriales parce que ces prétentions sont sur leur territoire. Et enfin, il y a des États qui disent non, l'Antarctique, c'est un espace un petit peu particulier. Nous ne devrions pas avoir ces querelles d'appropriation. C'est un espace international. Et pendant les négociations, chacun campe sur ses positions. Néanmoins, on va réussir à adopter un traité, qui est le traité sur l'Antarctique, qui a été adopté en 1959, qui va geler la situation. Donc on va établir ce qu'on appelle un gel des prétentions territoriales. Ceux qui ont des prétentions territoriales peuvent continuer à dire « nous avons des prétentions territoriales ». En France, dans le Code de l'environnement, vous avez une partie qui est consacrée à l'Antarctique, et il y a d'autres qui vont accepter ou pas. Peu importe. Au fur et à mesure des années, depuis 1959, nous avons eu d'autres États qui ont rejoint le traité sur l'Antarctique. Tous n'ont pas le même poids, puisque nous avons une particularité, c'est que dans ce mécanisme, qui est le système du traité sur l'Antarctique, nous avons des décisions qui peuvent être prises au sein des réunions du traité... la réunion consultative du traité sur l'Antarctique, j'y arriverai, pardon. Les décisions sont prises au consensus. Donc, les États peuvent prendre part au vote, mais pas tous les États. Seulement les États qui sont qualifiés de parties consultatives. Donc actuellement, ils sont 29, c'est ce que j'ai mis en bleu. Ce sont les États qui ont un droit de vote, soit parce qu'ils étaient partis au traité en 1959, donc ils étaient 12, et les autres ont acquis le statut de partie consultative en démontrant avoir mené des activités substantielles de recherche en Antarctique. Donc c'est un système de cooptation qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a plus d'États. Et actuellement, on a deux États qui aimeraient venir, le Bélarus et le Canada, mais pour le moment, il n'y a pas consensus sur leur entrée. Donc c'est sur cette base-là que
ici, on peut prendre des décisions qui sont obligatoires, qui prennent la forme d'un traité ou d'une décision et qui permettent de compléter tout le cadre juridique des activités que nous avons dans cette région. Et ici, ce qu'il faut voir donc, entre l'Arctique, avec le Conseil de l'Arctique, qui n'est pas voilà, une organisation internationale donc, qui ne peut prendre que des recommandations. Dans le système du traité sur l'Antarctique, on peut prendre des traités, on peut adopter des règles obligatoires, donc on a une impulsion qui est différente pour l'Antarctique. Dans les deux cas, dans les deux régions, on a de plus en plus d'activités. Donc, autre exemple que je voulais prendre avec vous et qui, voilà, qui tient une place quand même particulière dans la presse, c'est la navigation. On a l'impression que la fonte des glaces va tout permettre. Actuellement, on emprunte le canal de Panama, on emprunte le canal de Suez. Vous vous rappelez certainement que quelquefois c'est pas très simple. Hein. Un bateau qui prend la tangente au canal de Suez, ça bloque toute une économie. Donc on se dit, ben, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas passer par le passage du nord-ouest? Pourquoi pas passer par le passage du nord-est? C'est vrai que si je compte, c'est plus court. Si je compte les kilomètres, c'est plus court. Quelquefois, on se dit, bah, ça va me permettre d'y aller. Je vais éviter le canal de Panama, je vais éviter le canal de Suez, je vais éviter certaines régions qui peuvent être plus ou moins dangereuses avec la piraterie. Virginie en parlera certainement tout à l'heure, mais on se dit, ben voilà, je vais y aller. Mais attention à ce que l'on voit dans la presse, c'est que c'est loin d'être si évident que cela. Je me suis un peu amusée à mettre quelques exemples. Alors là, je vois que ça fait beaucoup d'informations, mais il y a effectivement en Arctique, dans le passage du nord-ouest, passage du nord-est, il y a des navires qui empruntent ces passages. Cependant, c'est souvent dans le cadre de nouveautés. Voilà, on a le premier méthanier, on a le premier porte-conteneurs. Là en septembre, la première ligne de porte-conteneurs qu'on envisage. Et il faut se rendre compte aussi, c'est que ça ne fait pas si longtemps quand on regarde, ne serait-ce que voilà, les navires militaires, j'ai mis le Rhône qui est parti de Brest. Ce sont souvent des nouveautés, des innovations de passage. Et quand on regarde ces routes-là, bien sûr, j'utilise ces routes-là, c'est plus court sur le papier, mais il ne faut pas oublier que vous n'allez pas pouvoir naviguer tout au long de l'année parce qu'il y a la glace qui se reforme. Il va falloir adapter votre navire. Si vous voulez un peu utiliser les ailes de saison pour pouvoir naviguer dans le coin, il ne faut pas oublier non plus que vous avez les icebergs, vous avez une difficulté de suivre les navires par voie satellitaire, et aussi vous avez également des routes qui viennent très près des États côtiers. Et là, c'est source également de différents ou de conflits. Alors, parce que c'est pas aller jusqu'au juste, mais le passage du nord-ouest, par exemple, je vais prendre uniquement celui-ci, le passage du nord-ouest, il est là avec une approche différente suivant les États. Les Canada expliquent le passage du nord-ouest, vous passez dans des eaux qui sont sous ma souveraineté.
face au Canada, vous avez des États qui disent non, nous on considère que c'est un détroit international. Et notamment, c'est le cas des États-Unis. On a eu un accord entre les États-Unis et le Canada concernant le passage du Nord-Ouest, mais nous étions en 1988, à une époque voilà, il y avait peu de navires et donc le traité qui a été adopté ne concerne que les brises-glaces et c'est uniquement un accord bilatéral. Et en fait, quand on regarde comment ça se passe, un détroit international, il y a eu plein d'affaires hein, devant la Cour internationale, notamment l'affaire de référence, l'affaire du détroit de Corfou. Le juge prend en considération un critère géographique. Le détroit permet d'aller d'un endroit à un autre, d'un espace de liberté de navigation vers un espace de liberté de navigation, mais il faut également une route maritime. Et là, à mes yeux, en fait, moi je trouve que nous ne sommes pas encore dans le cadre d'une route maritime. Il y a, oui, des navires qui transitent, mais je vais dire, il n'y a quand même pas beaucoup par rapport à d'autres routes maritimes. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas une fréquence très importante et il n'y a pas une diversité des pavillons. Donc en fait, si une telle affaire était jugée devant les juges, si on reprenait les raisonnements qu'ont eu les juges dans des affaires de détroits internationaux, moi je considère que la Cour, vraisemblablement, dirait actuellement qu'il n'y a pas de route maritime, que ce n'est pas un détroit international. Et je trouverais ça aussi plus simple, par exemple, dans le cadre du Canada, qui voit vraiment entrer ces navires, c'est quand même plus facile de dire on va gérer cette navigation. Donc voilà, donc ça c'est des idées également concernant ce développement des activités humaines et navigation aussi, c'est toute la question du tourisme. On a une offre touristique qui se développe. Donc là, j'ai mis quelques exemples de compagnies françaises qui offrent cette possibilité d'aller en Arctique ou en Antarctique avec cette idée de tourisme de la dernière chance. Certaines sociétés, alors moi actuellement, là j'ai cherché hier un petit peu des publicités où on disait voilà, venez avant que ce soit trop tard, allez voir ces immensités blanches avant qu'il n'y ait plus de glace. Donc là, typiquement, on va se dire ouais, ben voilà, j'y vais pas. Ça dépend, c'est une approche personnelle. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de touristes dans les régions polaires. Donc, pour l'Arctique, c'est toujours compliqué de savoir typiquement le nombre de touristes, mais quand même, on a un développement du tourisme. En Antarctique, c'est plus simple. On a des chiffres depuis plus longtemps et on voit véritablement une augmentation régulière du nombre de touristes dans cette région et on constate également une diversification des activités touristiques. On a, oui bien sûr, on a toujours ces activités de croisière, on va vers les régions polaires au niveau à bord d'un navire, mais il y a plein d'autres activités. Donc là, nous, on s'est amusé à voir un petit peu les offres. Il y a vraiment une diversité d'activités. Et c'est aussi un argument commercial. Hein. Je vais vous proposer ce que ne va pas proposer une autorité, une entreprise concurrente. Donc on a de plus en plus de touristes. On a également une diversification des activités touristiques avec bien sûr des accidents associés, des navires en Arctique ou en Antarctique qui rencontrent un rocher qui n'a pas été bien
indiqués sur les cartes. On voit également des navires utilisés, des vieilles cartes non adaptées. Donc on a des accidents régulièrement et donc de ce fait-là, on est obligé un petit peu de renforcer les règles. C'est par exemple l'adoption d'un accord SAR, donc c'est le sauvetage en mer. Toutes les mers du monde sont organisées en zones et donc un État va pouvoir gérer le sauvetage. On a également des éléments liés aux cartes. On a une demande faite aux États de renforcer d'améliorer les cartes marines. On a également, de manière générale, également un code polaire qui a été adopté, c'est le premier traité international qui s'applique à l'Arctique et à l'Antarctique concernant la navigation, avec des règles concernant les équipements à bord, la formation des équipages également. Et ici, de manière générale, oui, un tourisme, c'est sûr que ça peut être une opportunité économique, ça peut être une opportunité économique pour les populations en Arctique, ça peut être une opportunité économique également pour, par exemple, les chercheurs français qui n'ont pas de navire qui leur permettra d'aller sur le terrain. Mais il y a quand même des menaces environnementales réelles. Avec des pollutions style marée noire, des introductions d'espèces invasives, et il faut bien se rendre compte que les régions polaires, elles sont très fragiles. Et quand vous avez une marée noire, où que ce soit, on sait que les incidences sont importantes. Elles sont encore plus importantes dans les régions polaires. Et imaginez, je ne sais pas, une marée noire juste en septembre en Arctique, avant l'hiver, comment vous allez faire pour nettoyer, pour limiter les impacts. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce qu'on peut limiter les risques liés au tourisme? Alors oui, on voit, on lit souvent dans les journaux que l'AECO et l'IATO réglementent, gèrent le tourisme. Alors l'IATO, c'est l'association des tours opérateurs touristiques en Antarctique. L'AECO, c'est le pendant pour l'Arctique. Ce sont des associations de tour opérateurs qui ont choisi de gérer leurs activités. Et effectivement, là j'ai pris des exemples. L'AECO et l'IATO vont vous proposer des règles, et que ces règles-là peuvent s'imposer à leurs membres. Cependant, il faut prendre en considération, et c'est un élément indispensable, c'est qu'il faut prendre en considération que finalement, cette activité touristique, c'est une activité commerciale. Et je vais essayer d'optimiser mon activité commerciale. Je vais essayer d'optimiser par le choix d'aller ou non à ces organisations, d'être membre de l'AECO et de l'IATO. Oui, si je suis membre de l'AECO et de l'IATO, ces fédérations d'entreprises m'imposent certains comportements, mais ce sont des associations, je n'ai aucune obligation de le faire. Et après, moi, j'ai aussi le choix du pavillon pour le navire. Si je fais du tourisme de croisière, je choisis mon pavillon. Est-ce que je vais prendre le pavillon français? Est-ce que je vais prendre le registre international français, qui est considéré comme un pavillon de complaisance au niveau international? Est-ce que je vais prendre un pavillon complaisance Bahamas, Panama, par exemple? Donc j'ai des choix, et j'ai également des choix concernant l'autorité. Si je vais aller faire du tourisme en Antarctique, il me faut une autorisation. Après, c'est de savoir vers qui je vais me tourner. Est-ce que je me tourne vers la France parce que je suis français,
ou est-ce que je vais aller rechercher un État qui serait un peu plus souple? Et en fait, ces choix-là, c'est vraiment l'idée, voilà, la carotte et le bâton. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à cela? Le seul moyen que l'on puisse avancer, à mon sens, c'est véritablement de rechercher le maximum de règles au niveau international. Pendant, après, ça va être la difficulté de l'appliquer, cette règle au niveau international. Et il faut prendre en considération aussi que ce sont les moyens. Et que le tourisme peut être vu comme un moyen de faire de la recherche, par exemple. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que toutes ces activités touristiques, ce sont des activités menées par des opérateurs commerciaux qui recherchent à se différencier des autres. Et donc là, maintenant, on voit effectivement les opérateurs touristiques dire « Ah ben moi, j'accueille des scientifiques, je contribue à la recherche scientifique. Certains chercheurs vont l'accepter, d'autres pas. Le tourisme est véritablement voilà, une grosse question au niveau des chercheurs, et notamment au niveau de la France. Et on a mené une recherche sur justement l'acceptabilité sociale de cette présence de scientifiques à bord des navires de croisière. Donc là, au niveau de la France, c'est vraiment une hésitation importante, savoir est-ce que j'y vais sur ces navires de tourisme. Quoi qu'il en soit, pour terminer, je voulais vraiment dire que on a, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, on a véritablement des risques. Il ne faut pas que la recherche scientifique devienne un faire-valoir d'activité touristique. On a besoin de nouvelles règles, on a besoin de renforcer les règles, et on a vraiment besoin de coopération aussi entre les différents acteurs, parce qu'on a une diversification. On a peut-être un risque important, c'est de profiter d'un droit qui n'est peut-être pas suffisant, en tout cas à renforcer, que ce soit pour l'Arctique ou l'Antarctique. Donc, il est indispensable d'avoir une coopération encore plus importante au niveau des États. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Hein. Donc, je n'ai pas vu l'ordre, mais... Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Il me semble qu'il manque deux acteurs, les Nations Unies et les ONG. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces deux sujets, s'il vous plaît? La Convention sur le droit de la mer, c'est une convention des Nations Unies. Donc, c'est le premier acteur. Et là, quand j'évoquais le plateau continental, donc la commission des limites du plateau continental, c'est au sein des Nations Unies également. Pour l'Antarctique, il y a eu une opposition de certains États face au traité sur l'Antarctique. Le traité sur l'Antarctique dit bien, voilà, on le fait dans l'intérêt de l'humanité, mais certains États ont dit ça devrait être discuté au niveau des Nations Unies. Et effectivement, la question de l'Antarctique a été pendant une dizaine d'années étudiée au niveau de l'Organisation des Nations Unies, mais les États ont réalisé que c'était peut-être pas nécessaire de doubler en fait les discussions. Le système du traité sur l'Antarctique a montré son efficacité, en tout cas a permis de faire évoluer les règles. Les Nations Unies ont dit que c'est peut-être pas nécessaire de renforcer encore plus cette discussion au niveau des Nations Unies. Je ne sais pas si ça répond. Voilà. Et concernant les ONG,
là, effectivement, dans le cadre de schémas là, et dans le tableau sur l'Antarctique, je n'ai pas mis... on doit faire des choix dans une présentation, mais là, je n'ai mis que les États, mais vous avez également les observateurs. Donc, les observateurs, vous avez des organisations internationales, donc, qui peuvent être des organisations des Nations Unies, par exemple, donc des observateurs qui participent aux discussions dans le système du traité sur l'Antarctique lors de ces réunions annuelles. Nous avons aussi des ONG qui sont représentées pour l'Antarctique par la SOC, qui est une association d'associations environnementales et donc qui participe aux discussions. La particularité du système du traité sur l'Antarctique, c'est que les discussions sont quand même très, très ouvertes pour les acteurs qui sont invités à être présents aux discussions. Donc, la SOC, comme tous les autres acteurs, peuvent faire des propositions de texte, donc des documents d'information, peuvent participer aux discussions. En revanche, ils n'ont pas le droit de vote. Voilà, ce sont des observateurs. Oui, merci pour les présentations. Juste une question, vous avez mentionné la Chine, oui, avec une prétention d'être un État presque arctique. Presque arctique. Pouvez-vous en dire un peu plus, parce que quels sont leurs arguments pour essayer de rentrer dans ce cercle-là? Alors là, en fait, c'est de dire, nous sommes presque arctiques, parce que quand on regarde le monde spatialement, c'est par la voie des courants, on passe, et qu'on n'est pas si éloigné de cette région. Et surtout, après, ce sont des éléments qui, un État, mais la France c'est la même chose, un État est intéressé par ce qui se passe en Arctique. Donc en fait là c'est une approche unilatérale, c'est l'État qui le fait, et c'est aussi pour la Chine la volonté de dire nous ça nous rapproche des régions, l'Europe, par le nord. Et on voit la Chine aussi s'intéresser également de plus en plus à l'Antarctique avec la volonté de nouvelles stations. Une volonté de s'affirmer sur la scène internationale, je vais dire. Mais pour le moment, c'est pour la Chine, pour le Conseil de l'Arctique, c'est un État observateur. Comme la France. Pour l'Antarctique, c'est un État qui a un droit de vote, c'est une partie consultative. Et au niveau de la prise de décision dans le système du traité sur l'Antarctique, c'est un État, chaque État le même poids. Donc après, politiquement, peut-être qu'on n'aura pas la même approche, juridiquement, c'est la même conception qu'un autre État. J'avais deux questions. La première, c'est le pôle Nord est à moins de 350 000 nautiques de la... Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont le droit de le demander. Mais ils ne sont pas les seuls. Voilà, ils ne sont pas les seuls. D'accord. Oui. Et deuxième question, il y a une organisation en France, alors je ne sais pas ce que c'est devenu, ambassadeur ou ambassadrice des pôles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son intervention dans tout ça ou... Alors, l'ambassadeur des pôles, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu Michel Rocard. On a eu Michel Rocard, on a eu Ségolène Royal et Olivier Poivre d'Arvor. Donc Olivier Poivre d'Arvor, c'est actuellement l'ambassadeur en charge des pôles et des enjeux maritimes. C'est une fonction qui existe, qui permet à l'ambassadeur d'entretenir des relations privilégiées avec d'autres États.
C'est également un ambassadeur qui est à l'origine de la stratégie polaire française, qui a été adoptée en 2022. J'ai un doute, mais bon, voilà, 2022-2023. Donc on a une stratégie polaire dans laquelle on a des initiatives. On avait, Michel Rocard, lui, il avait fait une stratégie pure arctique uniquement. Là, on a les deux régions. Et en expliquant que veut faire la France sur ces régions, quelles sont les ambitions je sais pas, en matière de construction de navires, de présence, de stations. Donc la stratégie polaire là, vient d'être complétée là, en 2025 par des perspectives polaires. Donc là, c'est une approche scientifique. On a demandé aux chercheurs de leurs besoins, quels sont les objectifs qu'ils ont en vue donc, de l'année polaire internationale qui sera au niveau international. Donc voilà, et l'ambassadeur peut être présent lors des réunions au Conseil de l'Arctique, à la réunion consultative du traité sur l'Antarctique, par exemple. Voilà. Oui, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une petite question parce que je suis un peu perplexe relativement au pôle Nord. Je viens de revérifier de nouveau parce que on a la ZEE qui va jusqu'à 200 miles. Ensuite, on a le plateau continental qui va jusqu'à 350. Et là, je vois que le point le plus proche du pôle Nord de la Russie est à 911 km. Donc, en gros, il y a un problème parce que j'ai plus de 400 milles nautiques. Ouais, mais en fait, alors là, j'ai pas la carte. Il reste des zones la zone internationale qui est au-delà du plateau continental. Mais les 200 000 de la zone économique exclusive ne sont pas automatiquement la même chose que le plateau continental. Il faut vraiment dissocier la zone économique exclusive et le plateau continental. Le plateau, c'est le sol et le sous-sol. La zone économique exclusive, c'est la colonne d'eau. Donc ouais. Non, on peut aller jusqu'à. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 350. Et c'est 350 à partir de quoi ? Des lignes de base. Non, des lignes de base. Les lignes de base, c'est la laisse de basse mer. Voilà. Donc voilà. Et après, ce sont les États qui vont établir leur prétention territoriale. Et effectivement, les Russes ont dit, nous, on va aller jusqu'au pôle Nord. On considère avoir le droit. Maintenant, après, c'est de voir est-ce que les autres vont accepter, comment ça va fonctionner, et c'est le fruit de négociations. Oui, juste, j'avais un commentaire et une proposition. Le commentaire, c'est juste de dire que celui qui est ambassadeur des pôles, c'est un métier assez recherché, parce que comme c'est un grade élevé, ça permet de recaser en particulier des gens qui ont des petits problèmes d'argent, des anciens ministres ou autres. Ça a été le cas de Ségolène Royal, par exemple. À 10 000 euros par mois, c'est pas mal. Bon, enfin. Et puis, sinon, ma proposition, ça serait que, une bonne chose, vous avez prononcé 3 fois le mot marée noire. Je verrais assez bien qu'une façon de limiter et de supprimer les marées noires, ce serait que tous ces bateaux de commerce ou autres, de tourisme, soient obligés seraient interdits d'avoir des moteurs à énergie fossile. Mm. Donc, en particulier oui, mais après, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut avoir aussi les moyens de changer votre flotte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut que les États soient... Ah bah bien sûr, voilà. On dira, dans 10 ans, ça sera interdit. Voilà. On prend encore 2 questions. Donc, oui.
Est-ce que vous pourriez nous commenter et mieux nous expliquer la situation politique du Groenland, qui je crois n'est pas un État, est plus ou moins rattaché sous l'égide du Danemark, et qui souhaite maintenant rejoindre la communauté européenne, je crois que très dernièrement, là, enfin c'est il y a quelques jours. Et enfin voilà, avoir un peu de recul là-dessus. Et puis, alors c'est une question plus difficile, la réponse est encore plus difficile, c'est Monsieur Trump là, qui veut envahir le Groenland. Enfin bon, au-delà des provocations, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin bon, voilà. Alors ça c'est une vaste question. Alors sur le Groenland par rapport à l'Union européenne, le Groenland a fait partie des communautés économiques européennes quand le Danemark a rejoint la CE en 1973. Donc on a des relations particulières avec l'Union européenne maintenant. Le Groenland a été c'est vraiment, c'est une province du Danemark. Donc le Danemark entrant dans cette organisation internationale, le Groenland entre. Cependant, le Groenland a montré sa volonté de quitter. Donc on a fait des démarches qui n'étaient pas faciles parce qu'à ce moment-là, les traités ne prévoyaient pas de dispositions au sein du traité de dispositions permettant de quitter cette organisation internationale. Donc il a fallu négocier le départ. Donc depuis, on a modifié la réglementation avec le traité de Lisbonne, et qui a permis justement le départ du Royaume-Uni sur la base de ce droit de retrait. Donc le Groenland quitte cette organisation internationale, mais l'État de rattachement, c'est bien le Danemark. Le Danemark est toujours membre de cette Union européenne, et en fait le Groenland est un pays et territoire d'outre-mer. Donc c'est un statut d'association qui permet des coopérations entre l'Union européenne. Donc c'est ainsi qu'on a par exemple un bureau de l'Union européenne au Groenland. Donc voilà, donc ce sont des relations privilégiées. Et on est dans un processus d'autonomie qui a été engagé, donc avec une loi d'autonomie en 1979, après avec un référendum plus tard, et on a donné des droits plus que dans d'autres régions au Groenland, avec la présence d'un parlement, avec des représentants des Groenlandais dans des institutions nationales. Donc on a un processus, un peu ce qu'on connaît avec la Nouvelle-Calédonie, un processus d'autonomie. Et le Danemark avait dit qu'ils accepteraient l'idée d'indépendance à terme. Pourquoi pas, il faudrait l'organiser. Voilà, donc ça c'est des relations. Le Groenland fait partie du Danemark, c'est l'État-nation, c'est le Danemark. Après sur l'approche de Trump, alors là en tant que juriste, je vais dire pourquoi pas. Pourquoi pas dire, moi j'ai envie d'acheter sur ce territoire. On l'a eu, que dans l'histoire, il y a eu des échanges, il y a eu des ventes en dehors de guerre. Juridiquement, ça peut être fait. Après, c'est de la façon d'imposer cela. Et après, oui, c'est je ne sais pas comment dire, une provocation, ou je ne sais pas. Il y a le Groenland intéresse les États.
intéresse les États pour le tourisme, intéresse pour les ressources minérales. Voilà, il y a des entreprises qui sont intéressées dans différents pays. Là, les États-Unis veulent aller plus loin. Reste à savoir, est-ce que c'est du bluff ou pas? On le voit, c'est insisté de plus en plus, mais